Je suis Sami Chahabi de la société Minitab. Donc moi je vais juste présenter la conférence et puis je vais laisser la parole aux intervenants pour animer donc, le débat qui va suivre. Donc on va évoquer donc, le thème qui concerne comment rendre les statistiques accessibles aux non-statisticiens. Je laisse la parole à Denis Trier de la société Aviva. Bonjour à tous. Aviva, assureur anglais, 6e assureur européen. Mon rôle, c'est d'accompagner la transformation de cette organisation au niveau de la France. L'approche statistique pour les non-statisticiens, ça correspond complètement à ce que je fais, puisque je suis une entreprise de service, pas une entreprise de technique. Hormis l'actuariat qui est orienté chiffres, le reste de l'organisation, ce sont des managers. Et mon challenge, c'est que les managers puissent avoir une nouvelle perspective de l'analyse de leur tableau de bord et de la compréhension des phénomènes. En dehors de stock de dossiers à réaliser dans la semaine, du réalisé passé et de l'encours. Typiquement, ce genre de rapport, c'est ce que les managers ont l'habitude d'utiliser dans notre organisation. Alors on a une culture très anglo-saxonne, on appelle ça les RAG, les Red, Amber, Green tableau de bord. Et souvent les gens comparent un mot à l'autre. Et c'est un outil qui est assez connu. La problématique, c'est qu'ils donnent une vision complètement partielle, puisque comparer un mois sur l'autre, ça n'aide pas les managers à comprendre la variation, et ça peut les inviter à prendre des décisions qui peut-être ne font pas sens. L'exemple ici, quand on regarde les zones de vente commerciale, on s'interrogerait sur ce qui s'est passé en zone 3 et en zone 10, le réflexe habituel de nos managers. Moi, je les invite à comprendre à travers le temps l'évolution des ventes ou l'évolution des dossiers à traiter pour comprendre les pics, les tendances et leur apprendre la notion de l'analyse de la variation. Ça semble évident pour la plupart d'entre nous, mais pour des managers, mettre des points sur une carte graphique et avoir une vision graphique d'une évolution, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Alors j'essaie de temps en temps de leur expliquer les limites de contrôle supérieur-inférieur. S'il y a un cap supérieur où on rentre carrément dans les statistiques avec des formules qui peuvent un petit peu les dépasser, mais on a une astuce, nous, c'est de leur dire, ben voilà, c'est prévisiblement les ventes, ça peut arriver jusqu'à ce niveau-là. Donc là, c'est la première ouverture. Vous voyez, c'est une chose très basique, mais quand c'est graphique, les gens se l'approprient facilement. Et j'essaie vraiment de leur expliquer qu'il faut toujours se méfier de la moyenne. Comme explique ce petit dessin, vous voyez une équipe qui a un 10 de vente en moyenne. Il faut aller au-delà de cette vision-là. Donc, on utilise aussi des graphes, des graphes similaires pour comprendre les évolutions. Là, ici, c'est le délai entre une survenance d'un sinistre, sinistre MRH et un sinistre de dégâts des eaux dans votre maison, et le moment où vous allez être réglé. Alors, c'est des chiffres fictifs, mais si on regarde seulement la moyenne, on est à 145 jours, mais on voit bien que la distribution est plutôt concentrée entre 20 et 30. Donc, apprendre aux gens de comprendre que la moyenne n'est pas un indicateur suffisant pour pouvoir agir, et peut être complètement fictif, et de l'importance de les mettre sur un graphique. Visualisation, compréhension. Ce qu'on essaie aussi d'utiliser, c'est leur apprendre à comprendre ce que c'est le bout en bout du point de vue du client. Dans notre méthode System Thinking, c'est pas forcément comprendre la performance d'un département, d'un silo, mais c'est d'intégrer dans l'ensemble des entités de l'organisation qui sont partie prenante à la délivrance d'un service, c'est comprendre comment peut ressentir un client de bout en bout. Et ça, ce sont des choses qu'on ne fait pas d'habitude. On mesure sa compétence dans son silo, on n'a pas vraiment idée de ce qui se passe pour le client. Un exemple type, je parlais de la protection juridique. La protection juridique, c'est quelque chose qui est inclus dans votre contrat d'assurance voiture, contrat d'assurance habitation. On est là pour vous défendre quand vous avez subi un dommage, mais qui n'est pas un dommage lié à un remboursement. Imaginez que vous achetez une voiture et que cette voiture-là a un vice caché. Vous voulez le remboursement de la voiture, récupérer votre argent. Bien nous, on a des experts, des conseillers juridiques qui vont être là pour vous accompagner, pour vous aider dans cette démarche-là. Ce sont des avocats, en fait, à votre service.
Imaginez que quelqu'un vous casse vos lunettes, eh bien, on va demander la protection juridique. En tant que client, on va voir son agent demander le remboursement de la personne qui a cassé vos lunettes pour récupérer cet argent, ce qu'on appelle faire un recours dans le jargon technique de l'assurance. Donc le client vient voir l'agent d'assurance, c'est son premier contact, lui demande de rédiger un contrat, une déclaration expliquant ce qui s'est passé, circonstanciel, qui va transmettre après à notre siège. Notre siège, on a une gestion des documents, une scannerisation et l'ouverture dans notre système informatique. Et puis après, il va avoir le premier contact avec le juriste qui va le conseiller pour pouvoir récupérer son argent par rapport au sinistre qu'il aura subi. Traditionnellement, l'entité de la protection juridique, ce sont ces deux fonctions. Traitement de la digitalisation des documents et le juriste. Mais pour eux, tout va bien. Parce que quand on regarde le tableau de bord, ils sont à 1 jour et demi sur la performance du scan et à 5 jours par rapport à leur SLA, tout va bien. Mais ce qu'ils ont oublié de voir la plupart du temps, c'est que le délai ressenti par le client, parce que le temps de transférer le dossier, le temps de l'attente, on est plutôt très sourd. Donc ça, ce sont des choses que les managers ne voient pas. Et le pouvoir de l'analyse statistique et graphique, c'est de leur montrer des évidences. Moi, de toute façon, j'enfonce des portes fermées. Le problème, c'est des portes ouvertes, excusez-moi, mais le problème, c'est que... et peut-être des gens qui ne sont pas encore ouverts à cette approche-là, mais par des graphiques très simples, leur en donner un moment un petit peu de... En anglais, on appelle ça de ha-ha, de surprise. Voilà, donc la puissance, vous voyez, ce sont des outils statistiques vraiment très basiques, purement graphiques, mais qui nous aident à leur expliquer pourquoi finalement ça ne sert à rien de mettre beaucoup plus de pression dans l'organisation au niveau du siège. Et finalement, le problème, c'est l'interface de transmission entre l'agent et le siège. Voilà, donc ce sont des évidences, mais les gens sont souvent plus préoccupés par ce qui est dans leur silo que par ce qui arrive au client. J'utilise aussi un autre graphique qui est la boîte à moustache. Alors c'est toujours un peu compliqué pour expliquer la dispersion. Ça c'est notre challenge quotidien, donc un petit peu éduquer les gens à ces outils statistiques qui sont beaucoup plus puissants, beaucoup plus marquants. Et on n'y arrive pas. Donc moi aujourd'hui je suis à limite de contrôle et à la boîte à moustache. Parce que si on arrive avec des choses beaucoup trop compliquées, les gens sont déjà absorbés par leur quotidien, ils ne vont pas pouvoir vous écouter. Et moi, mon ambition, c'est de leur donner ces outils-là pour qu'ils soient autonomes, pour pouvoir gérer différemment leur BAU, leur travail au quotidien. Donc il faut plutôt les séduire avec des choses simples, parce que la réponse habituelle, que je vous ferai dans ce dessin, c'est qu'ils sont toujours occupés à continuer à faire ce qu'il ne faut pas faire pour l'organisation. Donc autant les séduire avec des choses qui tapent à l'œil, qui soient graphiques et compréhensibles. J'en ai fini. Bonjour à tous. Alors, je me présente, je m'appelle Didier Lidor. Je suis coach Black Belt au sein de la Société Générale, comme une de mes collègues qui est là d'ailleurs. J'ai choisi en fait d'intituler cette présentation « Démocratiser l'utilisation des statistiques dans le monde des services ». Parce qu'en préparant en fait cette présentation avec mes co-praticiens, en fait, j'ai encore plus pris conscience que le monde des services, bien souvent, et le monde de l'industrie, ne vivait pas la même chose quant aux statistiques. Donc je me suis dit, si je me mettais à votre place, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir si j'étais moi-même dans le monde des services et que je devais aller prendre ce chemin de la statistique. Donc on a beaucoup d'expériences diverses. Donc je me suis dit, je vais essayer de leur retracer le chemin et après leur expliquer comment je fais, enfin nous avons fait au sein de notre équipe à la Société Générale pour arriver à progressivement faire de la statistique un outil qu'on espère devenir de plus en plus récurrent, de plus en plus commun, voire naturel. Donc, j'ai mis une petite phrase de Warren Buffett que j'ai trouvée, d'ailleurs quand j'étais en train de feuilleter un des livres, si vous voulez, je vous dirai lequel. C'est Lean Six Sigma dans les services, si ça vous intéresse. J'ai mis cette petite phrase que j'ai trouvée très représentative de la situation que l'on vit au quotidien à la Société Générale. Une bonne gestion est plus fonction du bateau sur lequel on embarque que de la façon dont on rame. Et notre bateau, aujourd'hui, en tout cas, il n'est pas encore tout à fait prêt pour la statistique et justement, nous sommes en train de le construire et de le reconstruire pour pouvoir faire en sorte que quand on rame, on rame plus efficacement.
Donc c'est pour ça que j'ai trouvé cette phrase intéressante. Alors, j'espère que vous voyez. Globalement, Société Générale, en tout cas là où je travaille, c'est-à-dire dans la partie internationale de Société Générale, je vais vous montrer un peu toutes les activités que l'on fait. Ce n'est pas pour vous impressionner, c'est pour vous dire qu'en fait, on a vraiment des mondes complètement différents. Vous allez voir que ça a pas mal d'impact quand on a l'ambition de généraliser la statistique et de donner la statistique comme outil dans les mains des chefs de projet. Donc ces différents mondes, c'est le monde des entreprises, des mondes où potentiellement on a quand même beaucoup plus accès aux données. Et je pense que vous aurez compris que l'accessibilité en fait, de ces données, c'est quelque chose de clé lorsqu'on veut utiliser des statistiques. Et des mondes aux clients particuliers, c'est d'ailleurs un des mondes avec lequel je suis plus en interaction, où, comme j'ai échangé tout à l'heure avec ma collègue, la difficulté est justement de capter de la donnée, et lorsqu'on a capté cette donnée, de savoir quoi en faire et à quel moment l'utiliser. Hein, si on prend un projet classique avec une définition d'une problématique, une analyse de cette problématique et des causes, et ensuite une évaluation des résultats, aujourd'hui on va dire quand même que c'est plus en amont et en aval qu'on va potentiellement pouvoir utiliser de la donnée. Mais je vais dire plus précisément, je vais vous expliquer plus précisément pourquoi. Donc quelques chiffres clés, notre nombre de dépôts, l'effectif, 72 000 personnes, nos clients, et un petit focus sur notre équipe, le centre de compétences processus donc de la Banque internationale de Société Générale. Nous sommes aujourd'hui 6 coachs, dont Black Belt et Master Black Belt. Et nos missions, Isabelle qui t'en souviendra, coaching, formation, gestion de projet, accompagnement dans les filiales. Voilà. C'est essentiellement ce que l'on fait. Et c'est au travers de ces missions-là qu'on essaie justement de vulgariser la statistique et de faire en sorte que les chefs de projet l'utilisent de plus en plus. Alors, je vais prendre le chemin de la mesure. Point d'interrogation, on fait comment? Donc déjà, à quel monde nous faisons face? Deux situations. Soit je ne connais pas la statistique, et c'est le premier monde que je vais décrire, soit je la connais, mais elle est difficile à mettre en œuvre. C'est le second monde que je vais décrire. Donc le premier, c'est je sais faire sans, je ne sais pas faire, et il y a l'ambition donc du coup de former ces personnes-là, leur apprendre, leur montrer, on va prendre quelques exemples comme ce qui a été dit précédemment. Et le second, bien sûr, c'est je ne connais pas je connais les statistiques, mais je ne peux pas les employer. Et là, c'est toute la problématique de comment générer des données, le coût de cette donnée, lorsqu'elle n'est pas immédiatement disponible dans votre outil de gestion, ce qui est souvent le cas pour nous. Et donc du coup, là, je fais comment? Donc, je propose deux focus. Nous avons plusieurs interactions, nous avons plusieurs actions que nous mettons en œuvre, mais je propose deux focus. C'est un, comment nous formons, rapidement. Et j'espère qu'il y aura plusieurs questions pour qu'on puisse approfondir la question, justement. Et deux, la pratique. C'est comment je mets dans les mains de mes chefs de projet, mais aussi des managers, cet outil statistique et que je le vulgarise et que je le rends accessible, comme vous venez de dire, exactement, de manière à ce que ça devienne un réflexe chez eux. Et aussi, comment je fais aussi appel aux praticiens d'autres sociétés, c'est quelque chose que nous faisons d'ailleurs beaucoup au sein de la Société Générale. On s'appuie sur Minitab, on s'appuie sur des praticiens d'autres sociétés pour qu'ils portent le message chez nous. Je vous ai fait un peu l'illustration d'une des formations que nous proposons qui s'appelle Data Crunch, que nous avons mis en place récemment, cette année. Parce qu'il y a un bouleversement cette année, c'est que nous avons mis en place un programme très ambitieux, plus de 1000 projets à réaliser d'ici fin 2018, et une ambition très forte de prouver que cette méthode apporte des résultats. Sinon, on ne pourra pas avoir le momentum suffisant pour aller jusqu'au bout. Donc c'était le moment propice, il y a un an ou deux, pour vraiment lancer la statistique et l'utiliser au sein de la Société Générale. Alors cette formation, ce que je voulais vous montrer, je pense que c'est ça, voilà. Comment nous procédons? Nous procédons de la façon suivante. Déjà, bon, je ne parle pas ni de Green Belt ni de Black Belt, je parle vraiment d'une formation dédiée Minitab. Nous isolons en fait à quoi ça te sert cet outil, comment tu l'utilises. Je suis désolé, vous ne pouvez pas voir, c'est pas très lisible, je suis désolé. Comment tu retraites tes informations dans ton fichier Excel, parce que ça, je pense qu'on aura le temps d'en discuter, mais la donnée, il faut déjà la nettoyer. Ensuite, il faut savoir ce que l'on veut en faire, même j'irais même avant, il faut savoir ce que l'on veut en faire, pour savoir comment on va l'exploiter. Parce que je peux vous parler des différents graphiques qui existent. Si vous ne savez pas ce que vous voulez montrer, déjà d'emblée, vous risquez de perdre beaucoup de temps.
Donc dans notre formation, on a pris, c'est un parti pris, d'ailleurs on s'appuie sur, le matériel de Minitab. On dit voilà à quoi sert cet outil, comment on le construit, comment tu dois collecter tes données sur le terrain pour pouvoir arriver à quelque chose. Ensuite, on a un petit mode opératoire Minitab, très simple, pour que les gens puissent s'y retrouver. Et ce que je voulais vous montrer ici, c'est la méthode que l'on utilise pour pouvoir exploiter de la donnée. On commence par isoler ce dont on a besoin et comment on peut l'utiliser. Ensuite, on met en place un plan d'analyse. Très bien, ça c'est ton grand Y, c'est ce que tu souhaites améliorer. Voilà quelles sont les variables que tu as identifiées grâce à tes différents ateliers de brainstorming. Et voilà maintenant quelles sont les données dont tu as besoin si tu veux prouver qu'il y a véritablement un impact de cette variable sur ce que tu veux améliorer. Et comment tu dois le représenter. Et tout de suite, en rouge, un gros stop. Ce stop, c'est quoi? C'est est-ce que tu as bien identifié quels sont les facteurs de stratification de tes données? Est-ce que tu as bien identifié, comme ça a été dit, la variabilité? Tu as bien observé les tendances dans le temps? Parce que tu n'es pas en train d'analyser un micro échantillon sur un problème beaucoup plus vaste. Là, je vais vous donner quelques exemples de représentation graphique pour vous dire un peu comment nous utilisons les données au sein de notre équipe. Là, vous avez tout simplement un histogramme qui représente les différents niveaux de performance à différents moments de l'année, classique. Mais, comme l'a dit mon prédécesseur, c'est graphique, ça permet de directement prendre de l'information. Donc là, on voit clairement qu'il y a deux cycles qui sont complètement différents. Donc si je commence à analyser ici, et que ici, j'ai qu'une partie de la vérité. Ensuite, même si je vous ai dit que c'était difficile pour nous d'utiliser les outils statistiques lorsque l'on veut faire la preuve de la dépendance d'une variable vis-à-vis d'une autre, on essaye quand même de le faire de temps en temps. Là, en l'occurrence, on a essayé d'analyser les causes et surtout de valider leurs effets en regardant sur un run chart si simplement on avait bien une variable qui avait véritablement un impact. Et enfin, notre utilisation, un petit peu comme mon prédécesseur, c'est les cartes de contrôle. Une fois qu'on a mis un processus, une fois qu'on l'a réglé, qu'on l'a redesigné, notre ambition c'est qu'il reste dans les clous. Donc on doit donner en fait au propriétaire du processus, c'est-à-dire qu'il y a tout un système d'amélioration continue qui se poursuit une fois qu'on a fait un projet d'amélioration. Et on donne des outils en fait à ce propriétaire du processus pour qu'il soit en mesure de voir la normalité par rapport à une situation anormale. Voilà ce que je voulais échanger avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous et merci à Minitab de nous accueillir pour partager sur les statistiques. Ça peut paraître un petit peu surprenant de voir tant de personnes intéressées par les statistiques. Et je trouve ce qui est assez intéressant, c'est de voir justement l'utilisation des statistiques au travers de différentes sociétés et business. Donc je me présente Jean-Philippe Collat, je suis Master Black Belt dans la partie Continuous Improvement chez Dupont. Donc Dupont a différents business, je suis plutôt dans la partie nutrition et santé, donc tout ce qui est autour de l'alimentation, des ingrédients alimentaires. Quelques mots sur Dupont, je vous ai mis une frise, on est dans la période du bac, donc je ne vous interrogerai pas à la fin de la séance, mais quelques marques importantes chez Dupont. Vous avez sûrement entendu parler de Kevlar, Lycra. Donc vous voyez que c'est une société qui a 200 ans, on a fêté le bicentenaire en 2000, et qui a subi des transformations, c'est-à-dire que ce n'est pas resté qu'une société liée à son métier de base qui était la poudre à canon, mais elle a suivi des évolutions, passées par la chimie, et avec un récent changement qui est le basculement sur la science intégrée. Donc tout ce qui tourne autour de la biochimie et agroalimentaire et agriculture. Voilà les trois gros piliers de la société. On a eu quelques scissions et cessions ces 2-3 dernières années. On est recentré donc sur l'agriculture et la nutrition, tout ce qui est industrie biochimique et aussi tout ce qui est matériaux avancés pour poursuivre un petit peu les nouvelles générations après le Kevlar.
Puisqu'on parle de statistiques, on va parler d'échantillonnage. Donc voilà un peu l'échantillonnage que j'ai en termes de formation, coaching dans la société. On travaille en termes d'audience et de type de projet avec des services clients, les achats, la finance, avec des départements techniques en amont, donc tout ce qui est recherche-développement, des laboratoires d'application, en formule, des yaourts, en formule du fromage, en formule du pain, des mises au point procédés, très important, on est dans un domaine industriel, donc on a des procédés biochimiques à gérer. La production en elle-même et tout ce qui est associé, donc approvisionnement, planification, production et contrôle qualité. Tout ce qui est en aval, donc livraison et support client, donc magasin, rotation des stocks, on a beaucoup de projets sur la rotation des stocks, les supports techniques aux clients, et également la partie vente, souvent on dit Six Sigma ou les stats, ça s'applique surtout chez Dupont dans le domaine industriel, mais on a des projets liés au marketing, aux ventes et aux ventes. Alors, on l'a vu un petit peu dans les deux précédentes présentations, on parle de statistiques, et moi je vais vous parler de graphique. Je vous ai mis deux slides en anglais, volontairement, parce que ça vient de notre formation, et c'est pour vous montrer qu'on veut pousser les gens avant de se lancer dans les statistiques, et même si Minitab est relativement abordable en termes d'approche statistique et d'analyse, on leur dit toujours de commencer par faire des graphiques. Vous avez beaucoup de données, on peut avoir des problèmes pour récupérer les données, on en parlait juste avant, mais il faut commencer tout de suite par du graphique et ça amènera des questions sur la partie statistique. Je vous ai mis une citation d'un joueur de baseball des années 50 vous pouvez trouver sur internet beaucoup de citations qui sont plutôt de vérité de la palisse. C'est assez surprenant ce que l'on peut voir juste en regardant. Et effectivement, c'est tout l'objectif des graphes. Et vous voyez qu'on renforce ça, le slide est parlant. Graphiquez vos données, graphiquez vos données, graphiquez vos données avant de vous lancer dans des analyses statistiques. J'ai fait une liste de tout ce qu'on peut trouver sur Minitab, c'est pas exhaustif. Et justement, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est comment, à travers une gradation des personnes qu'on a en formation, en fonction un petit peu de leur connaissance des statistiques, comment utiliser les outils qui permettent, dans un premier temps, de renforcer leur base et éventuellement de passer à un niveau supérieur. On ne veut pas faire comme en judo, d'une ceinture blanche à une ceinture noire directement, mais on va essayer de les amener à progresser de manière relativement souple. Donc, je vous ai fait une gradation en 4 étapes, ce que j'appelle le niveau un peu débutant, beginner. Alors pour ça, j'ai créé des données, il n'y a pas de secret industriel, toutes les données je les ai créées volontairement sur Minitab. Je me suis focalisé sur des rendements de réaction par rapport à des réacteurs, c'est un petit peu notre fond de commerce en termes de processus industriels. Mais pour un débutant, la première chose, c'est visualiser ces données, trouver des évidences et commencer à bâtir des hypothèses. Alors souvent, on arrive avec un graphe comme ça, qui est un nuage de points, et on nous dit, j'aimerais essayer de sortir quelque chose de ce graphe de points. Première chose, il faut savoir que Minitab est quelque chose qui est relativement intéressant, c'est les étiquettes sur les points. Si vous faites ça sur Excel, je peux vous dire que ce n'est pas automatique. Il vous faut une petite macro pour mettre changer les étiquettes sur les points. Or déjà, au débutant, on peut lui montrer que finalement, il y a 4 réacteurs, il peut très bien mettre des couleurs, des légendes sur ces points, et commencer à voir s'il y a des tendances en fonction des réacteurs. Donc, on le voit à peu près de manière claire ici, le réacteur R1 a l'air meilleur en rendement globalement, par rapport à la température, par rapport au réacteur R4. On peut faire la même chose sur des procédés chimiques. On peut être amené à avoir différents procédés qui tournent sur ces réacteurs. Donc on peut aussi lui montrer qu'en jouant avec les étiquettes, il peut commencer à visualiser et tirer des hypothèses sur le comportement de sa réaction. J'aime bien celui-ci aussi qui est disponible sur Minitab 17, je crois, sur le bubble plot. C'est une manière de donner une troisième dimension à votre graphique nuage de points, c'est de donner une grosseur à votre point liée. Dans ce cas-là, j'ai mis un index dollar, c'est-à-dire un coût de production, tout ce qui peut être, ou les quantités produites ayant la bonne qualité. Donc vous pouvez mettre un troisième indicateur pour visualiser finalement lié à vos 4 réacteurs, est-ce qu'il y a un procédé qui peut coûter beaucoup plus cher.
Ça, c'est la partie beginner. Alors, quelquefois, rien que de travailler avec un Y continu, c'est-à-dire des données qu'on peut récupérer en usine, c'est déjà un petit peu beaucoup pour la personne qui est en formation. Donc on leur dit, mais vous pouvez utiliser des Pareto, juste faire du comptage. Vous avez une limite qui est 0,88, là je l'ai mis de manière arbitraire. Vous pouvez faire du simple dénombrement sur vos réacteurs, vos procédés. De la même manière, avec l'utilisation d'une fréquence, c'est-à-dire là, une indexation dollar sur le Pareto. Donc souvent on n'utilise pas assez, quand on fait des Pareto, on se contente de faire du comptage. Sachez que sur Minitab, on peut y mettre aussi une fréquence, c'est-à-dire donner un poids à chaque point pour avoir quelquefois un ordre des barres qui est complètement différent. La même chose sur les procédés, donc vous voyez de manière très simple, soit en comptage, soit en fréquence, en mettant un indice dollar. On va passer maintenant à ce que j'appelle un peu le comportement standard. Si déjà on arrive à faire passer tous les gens qui arrivent en formation de beginner à standard, c'est déjà une bonne chose. Donc c'est chiffrer ces différences. Là, on va partir déjà dans des notions un peu plus statistiques. On va avoir un histogramme, mais avec des données sur la moyenne, des quarts types, et déjà faire prendre conscience à la personne que ces données, ce n'est pas juste une moyenne, on l'a dit juste avant, mais on peut avoir, en fonction des procédés, c'est ce que je vais montrer ici, en fonction des procédés, on peut avoir des comportements complètement différents. Donc avoir une globalité de ces données, c'est pas toujours intéressant, il faut avoir un facteur de stratification et travailler par rapport à ces facteurs pour essayer de sortir chiffrer des différences de comportement, soit au niveau des procédés, soit au niveau des réacteurs. Et la fameuse boîte à moustaches, qui est, je pense, l'outil pour quelqu'un qui sort de formation au niveau standard, pour à la fois cumuler l'aspect procédé-réacteur, pour voir si on arrive à visualiser des comportements à la fois en variation et en différence de médiane, puisque là on représente la médiane sur ce graphe, entre les procédés et les réacteurs. On va passer ensuite sur le niveau intermédiaire qui évalue sa performance. Donc là, à nouveau, attaché au graphe, on va aboutir à des notions statistiques un petit peu plus complexes. C'est les capacités. Alors nous, industriels, on aime bien les capacités parce qu'on a un objectif, une spécification. On a vu, on a un histogramme, on a des données qui sont distribuées et ça nous permet finalement de connaître notre capacité à répondre à une exigence client interne ou client externe. Donc au niveau d'intermédiaire, du niveau intermédiaire, là aussi en fin de projet, notamment en projet de Six Sigma, on estime qu'une personne devra comprendre une capacité. À nouveau, on peut la traiter soit sous cette forme-là si vous avez un Y continu, mais on peut très bien travailler avec du dénombrement. On a un petit outil Excel assez simple qui va dénombrer le nombre de défauts par rapport au nombre d'unités et calculer notre capacité, notre procédé. Donc à chaque fois, on a les outils qui correspondent au degré de compréhension de la personne et au degré de complexité de son projet. Juste pour mémoire, c'est que des capacités, on peut les faire pour des multivariables. Donc là aussi, c'est très intéressant, c'est qu'on peut voir tout de suite si un procédé ou un réacteur, je l'ai mis dans les deux cas, a plutôt tendance à répondre correctement, avoir une meilleure capacité par rapport à l'exigence interne ou externe que l'on s'est fixée. Toujours l'écart de contrôle au niveau intermédiaire, en domaine industriel, c'est clairement l'outil que l'on pousse pour la mise sous contrôle de nos procédés une fois l'amélioration réalisée. Alors, souvent on a tendance à la présenter en fin de projet. Moi, je l'utilise aussi des fois en début de projet pour montrer le niveau de performance actuel de vos procédés ou de vos réacteurs. Donc, à nouveau, on voit très nettement le comportement qui peut être différent entre le procédé 1 et le procédé 2, quel que soit le réacteur. Et je vais terminer sur le niveau expert, puisqu'on a des gens de R&D ou des gens de formulation, où on peut arriver jusqu'à de la modélisation. Donc, en général, on l'évoque un petit peu dans les formations que l'on réalise, mais on peut avoir des sessions complémentaires, donc tout ce qui touche à la régression, à la mise en place de plans d'expérience, des simulations de Monte Carlo, notamment pour les gens de business qui veulent faire des probabilités de réussite de lancement de produits, des analyses multivariées quand vous avez beaucoup de données à traiter, ou des études de saisonnalité. Tout ça, ce sont des outils que vous pouvez trouver dans Minitab, qui peuvent demander un petit peu de connaissances et d'expérience. Et justement, j'ai juste traité l'exemple que je vous ai mis ici sur notre
optimisation du rendement par rapport à la température, à mon procédé et à mes réacteurs, pour sortir un modèle mathématique et éventuellement une modélisation, une optimisation de quel est le réacteur, quel est le procédé qu'il faudrait utiliser pour avoir la meilleure performance. Donc tout ça, à nouveau le dernier slide en anglais, la leçon c'est KISS, donc Keep It Statistically Simple. Donc, dans les formations, on a tendance à montrer beaucoup d'outils, essayer de garder ceux qui se rapprochent de l'intérêt que vous avez, de ce que vous voulez démontrer au niveau de votre projet, de votre process. Donc c'est pas parce qu'on fait une formation sur l'ensemble des outils que tout est à utiliser. Pensez à démarrer par des graphes et automatiquement vous allez avoir des questions sur des régressions, des choses statistiques, des régressions, des analyses de variance, des tests d'hypothèses, mais tout ça vous l'amènerez à partir d'un graphe. Alors les formations que l'on réalise dans notre groupe, donc on est un pool de Master Black Belt répartis dans les business, plutôt dans la cellule Integrated Operation, donc proche des opérations. Premièrement, c'est faire plutôt des présentations des outils FA, Six Sigma et statistiques aux sponsors et management. Souvent, on a eu tendance à former aussi des top managers à Six Sigma. C'est pas évident de les garder 2 fois 4 jours dans une salle avec une table sur l'écran. Donc, on préfère vraiment leur donner un aperçu en 2 heures de ce qu'est la méthodologie, ce que les outils peuvent apporter, le type de projet qu'on peut amener à résoudre, de manière à ce qu'ils puissent faire le choix des bons projets et des bons candidats. Personnellement, j'ai mis en place une formation Minitab d'une journée plus une demi-journée en régression modélisation, puisqu'on a intégré donc, un business nutrition depuis 3 ans. Donc, et on ne pouvait pas former tout le monde dans le cadre de formation Greenbelt, comme je vais l'évoquer après. Mais par contre, vous avez des gens dans les différents services techniques ou R&D qui ont besoin d'outils. Donc j'ai mis en place une formation Minitab d'une journée pour démystifier l'outil et ne pas avoir peur de graphiquer. Clairement, moi, j'ai fait plus de graphes sur Minitab que sur Excel maintenant. Des formations Greenbelt adaptées à l'audience, donc on a des formations Operation ou Marketing and Sales pour éviter de pénaliser les vendeurs et les marketeurs avec de l'analyse du gauge RNR. Des formations Black Belt qui durent 3 semaines plus une semaine de ligne. Adaptation du mentoring au type de projet et audience, donc comme vous l'avez vu, ne pas essayer d'infuser tous les outils à tout le monde. Se servir des succès projets outils. Donc moi, souvent, même autour d'un machine à café, je n'hésite pas à dire voilà, on a résolu tel type de projet, de problème par tel outil, de manière à ce que ça génère des idées. Et ensuite, avoir des exercices ludiques dans toutes nos formations, mais ça, c'est un b.a.-ba pour les formations. Donc, soit des Lego Factory quand on fait du Lean, donc construire des éléments avec des Lego, soit des ballons pour mesurer, donc faire l'analyse du système de mesure, ou la classique Statapulte dans le cadre de formation de l'EPEL. Voilà. Bonjour à tous, c'est Lynn Leroux. Je travaille pour le leader mondial de l'optique ophtalmique Essilor. Je pense que vous connaissez tous à travers les différentes pubs à la télé ou à la radio le top du Varilux, et aussi Crisal, le top du traitement anti-reflet que l'on met sur les verres de lunettes. Je travaille depuis plus de 20 ans donc chez Essilor, toujours à la qualité, de la qualité usine. J'étais responsable qualité d'une petite usine. La qualité centrale où j'occupe je travaille sur différentes fonctions, essentiellement sur le suivi des capacités, des procédés des usines de production en mass production, et on a 12 usines à peu près dans le monde, réparties dans le monde. Également, j'ai une casquette sur la qualité des matériaux, des matières premières entrant dans la production, et une troisième casquette formation, spécifique à notre métier, car l'optique, ça ne s'apprend pas tellement à l'école. Donc, on a créé avec des collègues de R&D des modules de formation optique en interne pour tous les services, que ce soit de l'engineering ou R&D, en usine de production et même dans le métier. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter ce que j'essaye de faire depuis 1 an ou 2, de rendre accessibles les statistiques dans les usines
c'est-à-dire travailler plus avec les services qualité. Et également donc, les ingénieurs qualité de process, et également les ingénieurs process qui sont directement en production, qui agissent améliorer les procédés. Le but étant évidemment d'avoir le top du top chez le client et de satisfaire au maximum. Comme l'a dit déjà, je crois, Jean-Philippe et puis également Didier, c'est très important de se poser la question au départ de ce qu'on veut faire et d'avoir un objectif. Aussi, comment analyser les données. Donc, améliorer la qualité des produits livrés aux clients en suivant les capacités process produits, ça c'est un exemple. Mettre en place des cartes de contrôle sur les lignes de production. Donc une fois qu'on a fait les analyses, on peut aussi suivre et améliorer la qualité du procédé en suivant de plus près le procédé. Analyser les dérives du procédé, ça on en a parlé déjà. L'analyse de la variabilité, c'est vraiment la clé. Et le but, bien sûr, c'est de réagir à temps, mettre en place des actions correctives, mais durables. Parce que les corrections pompiers, ça, on a connu il y a très longtemps, et actuellement, on travaille beaucoup plus sur le durable. Donc c'est très important d'avoir bien défini quels sont les objectifs des analyses effectuées et ce qu'on veut montrer et communiquer, et notamment quand il faut communiquer au staff. Comment analyser les données? C'est une des premières questions qu'on peut se poser, et comme le disait aussi Jean-Philippe, je suis très partante, très favorable de démarrer par des graphiques. Vraiment, le graphique, c'est la base qui permet de former les gens, de leur montrer, de les faire rentrer progressivement dans les statistiques. Mais bien sûr, il faut se poser la question, quel graphique sera le plus approprié pour présenter ce que je veux montrer en fonction de l'objectif. On parle beaucoup évidemment de la moyenne, de la dispersion, du procédé, et puis dans un procédé, on peut y avoir plusieurs lignes de production, plusieurs machines. Donc de démarrer toujours le conseil par une analyse générale, et ensuite, si les résultats ne sont pas à la hauteur attendue, de creuser l'analyse par machine. Et la question qu'on se pose toujours au démarrage, c'est comment sélectionner les données. Alors si les données sont disponibles dans une base de données, la grosse recommandation, c'est d'être sûr de ces données et de nettoyer, ce qu'on appelle le nettoyage des bases, notamment si un appareil est placé en production, une ligne de production, pas dans un petit laboratoire. N'importe qui peut venir, ah j'ai un truc qui ne va pas bien, je vais tout de suite mesurer, et pas ça part dans la base de données, alors que ça n'a pas lieu d'être, c'est pas une mesure mesurer vraiment la performance des produits qu'on va mettre en stock. Donc c'est le nettoyage de base de données, vraiment faire attention. Et je recommande dans Minitab 17, il y a une fonction qui va très très bien, et qui permet de, vous voyez, point rouge, là c'est un point, c'est une valeur aberrante, donc il faut l'éliminer. Bien sûr, on ne va pas éliminer 80% des data. Donc cette fonction vraiment est très utile. Afin d'assurer bien sûr la représentativité des mesures et de ce qu'on veut analyser sur les produits. Un numéro dans les formations actuellement, c'est de former sur le suivi des capacités. Les capacités, je ne sais pas si c'est dans son ensemble des entreprises, mais c'est quelque chose qui est assez récent. Avant, on faisait surtout des résultats, des analyses sur les produits, et maintenant on analyse beaucoup plus en profondeur les procédés. Ici, c'est sur un produit vernis, un vernis anti-rayures qu'on met sur les verres. Et ce qui est très important à montrer, c'est qu'on a des limites, le procédé de la nature, avec une cible. La cible est importante quand on a plusieurs machines, plusieurs procédés identiques dans des usines, pour pouvoir comparer. Donc ici, c'est le résultat sur un test. Et on voit donc c'est pas terrible, la capacité n'est pas excellente. Et bien qu'avant, on a bien échantillonné, on a bien fait le nécessaire pour faire les tests sur les échantillons représentatifs de la production. Donc on va creuser sur deux autres tests qui sont liés à ce test-là. Ici, c'est une mesure d'épaisseur,
du vernis. Et là, on voit que c'est très bien, c'est vraiment bien centré dans les limites. Par contre, là, sur l'analyse chimique, on voit que, sur un test chimique, on voit qu'on est décentré. Et en plus, on a beaucoup de dispersion. Donc ça, ces graphiques, ça permet justement de pouvoir faire une analyse assez rapide, de voir si, quel côté je penche et où je vais, dans quel sens je vais agir pour régler mon procédé. Donc ça permet vraiment tout de suite de réagir. Un autre exemple, là, c'est sur un anti-reflet, sur le visage, où là, on a fait une analyse, comme on recommande au départ, sur plusieurs machines. Et on se rend compte que là, il se passe quelque chose. On a des datas qui sont au-dessus de la valeur limite supérieure. Donc, comme c'est sur plusieurs machines, la recommandation, c'est de creuser et de voir quelle machine est plus affectée que d'autres. Et là, on se rend compte que les deux machines ici, il y a beaucoup plus de dispersion que celle-ci, qu'elles sont moins bonnes. Et en faisant l'analyse, les ingénieurs disent « Ah oui, mais ces machines-là, on les a aussi utilisées pour un autre produit en développement. Donc on a fallu qu'on fasse beaucoup de changements. Et le fait de faire beaucoup de changements sur la machine a fait a dérégler en quelque sorte sur le produit plus standard. » Pour montrer que quand on fait une capacité moyenne et qu'on n'a pas des résultats attendus, que derrière, il faut aller plus en profondeur et il faut continuer. Et là, Minitab, justement, nous permet de, avec l'option l'analyse de capacité multivariable, de splitter en 2 secondes, de voir tout de suite ce qui ne va pas. Essayez de faire ça dans Excel, ça vous prendra beaucoup plus de temps. Comment analyser donc plusieurs machines par des opérationnels. Donc là, il y avait un autre critère important à rentrer un peu plus en profondeur, c'est que sur les échantillons, en fait, on en a 2 sur la machine, un en extérieur, un en intérieur. Et pour agir sur le procédé, c'est important de voir ce qui se passe entre l'échantillon intérieur et extérieur. Donc là, l'action, c'est de mettre en place une formation plus poussée pour les opérateurs et de revenir à la normale. Donc là, quelques idées. Comment rendre les stats plus accessibles? Les graphiques, ce sont vraiment des moyens de faire connaître les stats, même si mon public est plus des ingénieurs et des techniciens. De démarrer avec les graphiques, ça ils connaissent. Ça permet justement de les faire rentrer progressivement dans l'outil Minitab et d'utiliser d'autres fonctions qui permettent de faire des analyses plus poussées sur les procédures. Ça permet de faire progresser le niveau des compétences, étape par étape, comme je disais aussi. Démystifier Minitab et ses outils, parce qu'au départ, ils vont dire « Ah oui, c'est compliqué, mais en fait, quand on commence à aider et à supporter. Alors évidemment, je ne me substitue surtout pas aux formations Minitab qui sont très bien faites, mais de rentrer vraiment dans les cas concrets. Comment présenter des résultats aux staff qui ne connaissent pas les stats? Ça, c'est vrai que c'est une des questions qu'on a le plus également avec les responsables qualité ou les ingénieurs qualité dans les usines. Il faut vraiment choisir le bon graphique pour montrer ce qu'on veut. Et je recommande le menu assistant. Le menu assistant de Minitab permet justement de nous aider. Alors, un autre moyen aussi que j'utilise beaucoup en formation, c'est les do it don't. Ça, c'est un truc classique en production. Puis on peut le faire aussi sur des supports et notamment dans Minitab. Voilà, je vous remercie. Donc, merci à nos intervenants pour la présentation. Et puis, s'il y a des... S'il y a des questions... Bonjour, donc Pierre-André Rouge, IUT de Cachan. Cette session m'intéresse particulièrement parce que je suis formateur justement sur les stats et sur Minitab, et toute la matière d'œuvre, c'est les étudiants, et que j'ai de plus en plus de difficultés finalement
cette utilisation des statistiques parce qu'elle est de moins en moins présente, on va dire, dans les prérequis de les étudiants que l'on recrute. Alors, moi j'ai beaucoup aimé la pratique graphique parce que j'y crois beaucoup. Il y a une autre notion qui me tient à cœur, mes collègues pour en témoigner, c'est le fait que ça soit transversal. Et donc la question qui vient, c'est bon, souvent vous êtes des référents en termes d'utilisation statistique, d'utilisation de Minitab dans vos entreprises respectives. Est-ce que vous essayez de jouer la transversalité, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure où vous avez des gens qui sont un peu acquis à la cause des stats et à l'utilisation de Minitab, de leur faire eux-mêmes utiliser l'outil pour montrer encore à d'autres ce qu'on peut en faire, ou est-ce que, en tout cas pour l'instant, malheureusement, vous restez des référents et que la diffusion des stats reste un peu l'affaire des experts? Ouais. C'est une question qui est vraiment très intéressante. Parce qu'elle va me permettre d'approfondir sur le système que l'on met en place justement pour ne plus être des référents et pour avoir vraiment quelque chose qui est généralisé. Ce que j'évoquais tout à l'heure avec Jean-Philippe. Alors plusieurs choses. Déjà, on a une espèce de tutoring qui se met en place entre les personnes qui pratiquent déjà, qui vont aller chez nous très concrètement pendant 1 heure tous les lundis, une fois toutes les 2 semaines, mettre à disposition leurs connaissances et faire venir des personnes qui auraient des problématiques diverses, pas forcément des chefs de projet, ça peut être un manager, ça peut être même quelqu'un du marketing qui a besoin de prouver quelque chose, leur mettre à disposition cette fenêtre pour qu'ils puissent venir nous rencontrer et qu'on puisse pratiquer ensemble et utiliser ensemble le Minitab. Donc ça a vocation justement à généraliser l'utilisation du Minitab au sein de notre département déjà, qui est le département organisation, mais au-delà également. C'est une fenêtre qui est complètement ouverte. Ça, c'est une première chose. Seconde chose, on a l'habitude, comme nous sommes des coachs, de pouvoir en fait vraiment vulgariser, transmettre nos connaissances à l'ensemble des chefs de projet avec qui nous travaillons. Et normalement, notre ambition, c'est que ces chefs de projet deviennent complètement autonomes et ils sont capables d'utiliser l'outil statistique progressivement. Voilà. Pour compléter, moi je suis convaincu de la méthode pool par rapport à la méthode push. L'avantage de Minitab dans cette dernière version, c'est la version non standalone, partagée en réseau. Donc moi, à chaque fois que j'ai des gens qui sont intéressés pour une analyse statistique, je vais sur leur poste et je fais installer par l'informatique Minitab, puisqu'on peut en installer des centaines. Quand on a le nombre de jetons simultanés, c'est accessible à tout le monde. Donc déjà, on n'a pas de limitation par rapport aux licences, et ça, c'est un gros avantage, puisque la personne va avoir sur son poste Minitab, avec ses données. Je lui montre une première fois, je fais avec elle, et après, essayer petit à petit de la rendre autonome, et elle va me solliciter quand elle va être bloquée. Parce que c'est très difficile de faire venir des gens pour une formation théorique sur Minitab, s'ils n'ont pas un besoin qui vient d'eux. Voilà. Alors, j'aurais 2 choses à rajouter. C'est la première chose, effectivement, dans les formations d'ingénieurs, je me souviens de quelques années en école de chimie, les stats, pour moi, c'était des voies de poisson, voies de biologie et autres. Et j'ai découvert les cartes de contrôle, finalement, plutôt en arrivant dans le domaine industriel. Donc, je pense qu'il y a quand même aussi une réflexion sur les outils à apporter. Alors, bien sûr, c'est sous-tendu, hein, on parle de distribution normale, mais je pense qu'il y a une manière aussi de présenter les statistiques de manière appliquée au domaine industriel qui pourrait être intéressante. Sur le déploiement des outils, j'ai Anne-Marie dans la salle qui a travaillé avec moi et qui a fait des formations Black Belt. Donc je l'ai certifié Black Belt et quasiment derrière a pu faire une formation Green Belt avec moi. Et est un élément aussi qui a permis de déployer les stats. La formation Minitab qu'on a faite sur un pool de gens de R&D, d'applications et de process, qui sont complètement autonomes, c'est-à-dire que maintenant ils se forment entre eux. Celui qui a trouvé un graphe qui est bien, un outil qui est bien, ils vont travailler ensemble. Et l'autre chose, c'est d'être disponible. Tout le monde ne peut pas savoir. Personnellement, je n'ai pas aussi de la science infuse sur tout ce qu'il y a dans Minitab, donc on a même un référent aux États-Unis qui est un statisticien de haut niveau, mais qui a la même disponibilité, le même degré de compréhension, de facilité quand on a des choses un peu pointues à travailler. Donc
c'est vraiment créer un réseau de connaisseurs, et vous verrez que finalement, et c'est vrai que depuis 3 ans, par exemple, on a vu fleurir les graphes Minitab dans des reports R&D, dans des reports de vente, parce que les gens ont pris en main l'outil. Donc on voit comment les différents services, les différents intervenants, les personnes formées sont accaparés l'outil, et donc derrière sont un petit peu les relais. Je voulais compléter parce que quand tu as parlé de pool, ça m'a fait penser à quelque chose justement, et peut-être que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, lorsque nous terminons un projet, on ne se contente pas de le terminer, de livrer un résultat et de s'arrêter là, on essaie de mettre en place un système d'amélioration continue et donc mesuré. Et c'est là aussi qu'on a véritablement, on va dire, pas un enjeu, mais une opportunité de mettre la statistique dans les mains d'une organisation, voire d'une filiale. En tout cas, moi, c'est comme ça que je procède pour les filiales dont j'ai la charge. Si bien que, évidemment, en fait, le processus étant mis sous pilotage, ils ont besoin de créer de la statistique pour continuer à le piloter. Ça devient un besoin, et qui dit besoin, donc dit forcément ça devient naturel, et ils utilisent la statistique de façon quotidienne, quasi quotidienne, pour piloter l'activité. C'est-à-dire qu'ils switchent d'un mode où ils étaient plutôt voilà, j'ai un benchmark, je copie-colle, et puis ça advienne que pourra, ou alors tiens, toi, tu parles plus fort que moi, et donc ça veut dire que c'est toi qui as raison, à un mode où, attends, montre-moi les facts, les datas, montre-moi, donc avec des graphiques, pour me dire quelle orientation prendre. Et c'est vrai que ce côté pool, il est vraiment important. Et puis juste pour compléter, parce que j'y ai pensé tout à l'heure, notre problème à nous, c'est que souvent on n'a pas accès à suffisamment de données pour pouvoir travailler. Donc comme je vous le disais, on a une espèce de tutoring qui se fait avec des personnes qui sont disponibles. Ce qu'on a aussi créé, parce qu'on a fait ce constat-là, parce qu'on a aussi créé, je ne sais pas si ça sera possible de le faire dans ton unité, c'est une espèce de petit concours, on crée des jeux de données, on a une espèce de petit concours, des petits challenges chez nous en fait, ouvert à tous. Et on invite les personnes en fait à résoudre la problématique à l'aide d'outils statistiques. Et bon, voilà, donc on en est vraiment au balbutiement de ce petit concours qu'on lance en septembre. Isabelle, tu n'as pas le droit de participer. Et donc je pense que ça contribue au fait de, voilà, tiens, je te donne des données, et moi je suis convaincu que plus on pratique, plus on trouve l'opportunité de pratiquer en fait. Et aujourd'hui, ce qui manque dans nos sociétés de services et dans les différentes filiales dont j'ai la charge, c'est de la pratique. Donc j'ai fait un petit peu mon 5 whys, j'ai identifié ça comme root cause, et donc voilà, je te le donne en espérant que ça te serve. Je crois que beaucoup de choses ont été dites. Ce que je pourrais rajouter, c'est que pour la transversalité, c'est vrai que dans une grande entreprise comme Essilor, où on est sur tous les continents, c'est, je dirais, obligatoire d'aller vers la transversalité. Mais aussi, le benchmark, c'est quelque chose qui marche beaucoup dans tous les domaines, et ça peut l'être également dans les statistiques. Et les rapports qu'on peut faire en centrale, ça aide aussi à réagir et justement à ce que les usines entre elles se benchmark pour des cas similaires. Je ne suis pas un référent en Minitab, je veux dire que, parce que j'ai cette fonction-là en centrale au niveau de l'analyse des capacités, de faire le rapport, je dirais, pour les managers. Dans les usines, c'est le service qualité qui pilote. S'il y a besoin de petites formations, en production, un technicien, c'est eux qui sont autonomes. Et s'ils ont besoin d'aide, ils peuvent me faire m'appeler, bien sûr. Ils peuvent aussi m'envoyer leur support de formation, on peut en discuter, le modifier, l'améliorer. Et c'est toujours une amélioration continue. Et de plus en plus, c'est que c'est que plus on pratique, mieux c'est sûr. Allô, oui, bonjour à tous, merci pour vos présentations. Je suis un peu frustré parce que donc on a dit on va analyser des données, on va faire des beaux graphiques, on va les présenter, c'est plus visuel, etc., etc. Donc bon, d'accord. Mais je pense qu'il y a une étape préliminaire donc à l'analyse des données qui est à faire et dont vous n'avez pas parlé.
c'est la validité des données. Parce que si vous analysez des données et que ces données sont fausses, eh bien l'analyse que vous allez en tirer sera fausse et erronée. Et souvent, donc, la variabilité des données qui sont collectées sont telles que ça peut entraîner des graves conséquences. Donc, tout à l'heure, vous nous parliez des réacteurs R1, R2, R3, vous avez fait des jolies analyses de capacité, mais comment vous êtes-vous assuré avant que vos mesures étaient bonnes? Oui, je me présente, donc Jean-Claude Rodriguez, Master Black Belt en exercice depuis 20 ans, et donc ma difficulté à chaque fois, donc avec les groupes de travail ou les analyses de données, c'est cette fameuse capacité des méthodes de mesure, hein, que ce soit par attribut ou en continu, que tout le monde saute à pieds joints, parce que c'est une perte de temps, et au bout du compte, on s'aperçoit que toutes les belles analyses que nous avons faites, elles sont basées sur des données qui sont erronées, et il faut recommencer. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, parce qu'en plus j'ai occupé une fonction de métrologie, donc je connais bien la mesure, et c'est vrai que quand j'ai parlé de nettoyage de base de données, avant, je suis d'accord, il y a l'étape nécessaire de vérifier que la métrologie va bien. Et ça, c'est un métier en général en parallèle. Quand on analyse les données, on doit s'assurer que les données sont bonnes et que l'appareil est utilisé méthodologiquement. Alors il y a plein d'astuces hein, pour vérifier ça. Il y a des tests croisés d'un appareil à un autre, d'une usine à l'autre. Donc parce que c'est pas toujours évident. Quand on a un appareil qui est sous contrôle métrologique, il est amené par le fournisseur, on dit bon c'est bon. Mais dans des cas particuliers de mesure, il faut s'assurer aussi qu'en interne, pour nos applications spécifiques, c'est pas ça dépend des applications, il faut s'assurer que on est toujours bien étalonné. Les tests croisés, c'est un truc qui marche très bien. Vous avez tout à fait raison, on est passé rapidement parce que l'objectif était plutôt de vous montrer un petit peu les outils après, mais c'est un point sur lequel on focalise. J'ai eu des projets où clairement le projet a été plus de résoudre le problème de métrologie et l'adéquation entre le labo R&D et l'usine, en disant que finalement vous avez plus d'écart entre le labo et l'usine que l'écart que vous voulez avoir sur l'amélioration de votre processus. Ou alors vous allez faire une amélioration R&D et une fois en usine, vous allez faire 3 pas en arrière. Donc c'est quelque chose qu'on pousse. Il y a un outil qui est GageRNR, même le GageRNR Extended. Pour ceux qui ont pu utiliser, vous pouvez utiliser des fonctions un peu étendues sur le GageRNR dans l'Unitab. On a même travaillé sur l'évaluation de méthodes ISO entre différents laboratoires sur du comptage de cellules, donc sur différentes souches, différents laboratoires, avec des répétitions sur différents batchs. Donc c'est des outils qu'on utilise. Et aussi, pas uniquement sur l'aspect technique. Souvent on dit oui, le MSA, Measurement System Analysis, on y passe vite quand on a des gens du market ou des ventes. J'ai dit non, vous êtes tellement habitués à pousser sur un bouton et de sortir de SAP les données, comparez au moins le total ou le total par région par rapport à ce que vous avez au niveau financier. Il se peut quelquefois vous ayez du double compte. Il se peut aussi quelquefois vous ayez juste un filtre qui reste dans votre système SAP qui vous évacue une gamme de produits, une région, un client, et finalement vous avez des données sur lesquelles vous allez commencer votre analyse qui sont erronées. Donc c'est clair que la validation des données en termes soit macro, soit micro en termes d'outils de mesure est très 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 importante. Alors, dans le monde auquel j'appartiens, monsieur, enfin, cela dit, votre remarque est tout à fait pertinente, tout à fait justifiée. Dans le monde auquel j'appartiens, c'est ce que j'ai essayé de vous passer comme message tout à l'heure de ma présentation. Les données, c'est déjà quelque chose, c'est presque un luxe, et on doit souvent les construire en fonction des différents sujets auxquels nous sommes confrontés, je dis bien confrontés, parce qu'on n'est pas dans un confort maximal pour pouvoir bosser, pour être tout à fait honnête. Donc ça veut dire que ces données, souvent on les crée, et le nettoyage chez nous, et avant le nettoyage, nos facteurs de stratification et également la taille des échantillons qu'on va être amené à demander aux différentes entités
c'est déjà notre première façon à nous de nous assurer, au moins en respectant les cycles de vie, en respectant les différentes variables, pour recomposer, on va dire, quelque chose de naturel à l'intérieur d'un échantillonnage, qui est déjà quelque chose d'assez compliqué. C'est quelque chose de très très compliqué dans les services, en fait, d'obtenir cette information-là, mais effectivement, on passe quand même, c'est ce que j'ai marqué d'ailleurs dans un des slides où je montrais les différentes étapes par lesquelles on passe avant de pouvoir, ne serait-ce que penser à présenter un graphique. On passe par toutes ces étapes-là au préalable, bien sûr, mais je pense bien sûr aussi, peut-être avec moins de technicité que dans le monde de l'industrie, où on va avoir plus de difficultés à mettre en place un gadget RNR ou alors un MSA en amont de ce type de projet. Mais bien sûr, on est conscient qu'il faut qu'on représente des choses intelligentes. Juste à rajouter, c'est que, en plus, j'ai découvert, en basculant dans l'aspect agroalimentaire, c'est que vous avez beaucoup de tests sensoriels. Donc là aussi, Minitab a des outils qui vous permettent de qualifier vos juges. Si entre 2 ou 3 juges ou entre votre service interne et le client, vous n'avez pas le jugement sur la texture, le goût, la qualité, la perception du fromage ou du yaourt, ça peut être un problème. Donc là aussi, c'est clair que quand vous avez amélioré quelque chose, il faut être sûr que le jugement va être identique entre les différentes parties prenantes. Cela dit, votre remarque est tellement pertinente. Vous savez, dans le monde auquel j'appartiens, le contrôle, le fait de contrôler, c'est quelque chose de très... La réglementation nous indique les chemins à suivre. Et j'ai une de mes collègues, justement, qui n'est pas là, malheureusement, qui a justement dit qu'elle voulait mettre en place un projet spécifique pour contrôler le contrôle et contrôler la variation du contrôle pour être sûr qu'effectivement les résultats soient cohérents, puisque ça nous amène à faire des choix. Donc oui, on en prend de plus en plus conscience, mais nous sommes, j'ai envie de dire, plus sur le démarrage que sur la fin, en termes de maturité de statistiques, d'utilisation de la statistique, au sein en tout cas de mon équipe. La difficulté auquel je suis confronté, moi, dans le monde transactionnel de l'assurance, c'est le décalage entre ce qui est rentré dans le système d'information et la réalité. On a des champs qu'on pense signifient quelque chose, mais qui signifient quelque chose d'autre. Donc, moi, ce que je fais très basiquement et très prosaïquement, je prends des affaires et je regarde les dates, bout en bout, et je regarde si dans le système, pour essayer de comprendre si les dates qu'on utilise depuis X années comme étant une date d'ouverture, c'est la vraie date d'ouverture, ou c'est la date du batch à laquelle on a fait des ouvertures. Donc, voilà. Moi c'est vraiment cette vision-là de dire est-ce qu'on est bien d'accord que ce que je mesure, la donnée que j'ai dans le système, correspond à la réalité. Et à part l'exemple, ça c'est difficile de savoir. Je suis Anne Jardin, je travaille chez Snecma pour Safran. Et moi, je suis assez typique, je pense, dans cette salle, puisque je m'occupe de processus Office, enfin, en d'autres termes, amélioration de processus administratifs. Et donc, l'intitulé du colloque m'avait beaucoup intéressé pour non-statisticiens. Parce que je voudrais rebondir sur la remarque de monsieur le professeur de l'IUT Cachan, qui est que il y a une certaine déperdition au niveau scolaire ou avec le temps sur des notions statistiques ou une allergie à la mathématique ou autre chose, enfin bon, un mystère qui fait que quand vous prononcez les mots moyenne, bon, ça peut aller. Non, médiane, là, c'est beaucoup plus difficile. Et alors, variabilité, vous n'avez plus personne dans la salle. Et même la notion, vous avez parlé de Y, alors là c'est Y, X, alors là, vous vous faites jeter dehors. Donc, je parle là du public Office. Donc ce que je vous recommande, même dans vos présentations, même si ça peut sembler vraiment niveau troisième, enfin pour nous à l'époque, je sais pas quand ils le font maintenant, de rappeler des facteurs qui permettent d'obtenir un Y, ce que c'est qu'une formule mathématique, mais avec des choses simples. Après, il faut être inventif. Une moyenne un peu, ça va encore.
Une médiane, c'est très important, hein. La moitié des individus à droite, la moitié des individus à gauche. Voilà, on peut faire des petits jeux, parce que je trouve que c'est essentiel. La statistique et les mathématiques en général ont comme effet magique de faire peur, de bloquer les gens. Donc quand vous êtes en office, vous commencez à évoquer le fait qu'on va mesurer les choses, en général, on a déjà un gros frein. Et je parle des processus, hein, je parle pas... c'est pas la même chose. Voilà. Donc je voudrais avoir de votre part des trucs de retour d'expérience sur ce genre de difficultés, parce que j'avoue que c'est un peu problématique. Si je me permets, on est un peu pressé. On arrive au bout de la session, donc je vais demander aux intervenants s'ils peuvent répondre rapidement en quelques mots, et puis après, éventuellement, pendant les pauses, s'il y a des questions complémentaires, on pourra malheureusement pas prendre toutes les questions, mais le temps nous limite, donc on va faire avec. Et puis, donc je vous laisse répondre rapidement sur ce point. Bon, je peux peut-être répondre. Moi, j'intègre des rappels statistiques sur qu'est-ce qu'une moyenne, qu'est-ce qu'un écart type, qu'est-ce qu'une variance, qu'est-ce qu'un quartile. Voilà. Je l'inclus systématiquement avec quelque chose de très visuel. Que les gens comprennent le calcul, je mesure des écarts, voilà, je fais des choses très très basiques, toujours basé sur l'explication sur du visuel. Moi, je sais que j'ai souffert de mes profs de maths qui étaient très conceptuels. Et c'est peut-être l'erreur vraiment de pédagogie dans cette matière-là, mais dès que vous fonctionnez par l'exemple et vous parlez de choses qui leur parlent à eux, vous avez une chance de les intéresser et de leur faire comprendre. Par exemple, les limites de contrôle supérieur, je ne leur parle pas de la formule. Je leur dis, ça se calcule tout seul, mais vous voyez, prévisiblement, ça peut. Ce que ça veut dire, c'est que la raison, c'est que votre procédé peut aller jusqu'à cette limite-là. Ça peut. Voilà, essayez de trouver des mots simples. Alors c'est clair que nous, dans le début de la formation, on a en fil rouge l'exercice de la stata-pub qui permet, sur quelque chose qui n'est pas du tout industriel, qui permet de montrer aux gens qu'avec un même outil, entre 5 tireurs avec différentes balles, le target, l'objectif qu'on a de X mètres n'est pas atteignable de manière répétable et reproductive entre les tireurs. Donc, ça permet déjà de visualiser qu'il y a une certaine variation, qui travaille finalement de la même manière. C'est ce qui se passe un peu dans les processus. Dans les processus, les gens suivent des modes opératoires, des policies, et finalement on s'aperçoit qu'il y a quand même des variations dans les délais de réponse sur les sinistres ou autres. Donc c'est une manière de montrer que même en suivant certaines règles, certaines procédures, on peut créer de la variation autour d'un objectif qui est de répondre en une semaine. Et effectivement, le client va avoir une visualisation en moyenne de sa réponse qui est de 7 jours ou de 15 jours. Donc c'est un outil, ne pas oublier effectivement de travailler avec des outils et des petits exercices simples. Je ne parlais pas de cadre de formation, je parlais que vous arrivez dans un service et vous commencez à prononcer des gros mots. Alors, on a, comme on dit, dans la formation, on rappelle ce qui est une moyenne et l'écart type, comment on la calcule, mais souvent on a très peu de formules. Je sais qu'il y a très peu de formules mathématiques dans la formation. On le montre par une visualisation de ce que ça représente. Alors on ne parle pas encore des écarts types court terme, parce que quand on parle des cartes de contrôle, faire comprendre, et ça, je pense que souvent vous devez avoir ce cas-là où les gens mettent des cartes de contrôle avec les cartes types et les cartes types de toute ordonnée. Et ça, alors vous avez des limites de contrôle, c'est sûr, votre production, elle est toujours bonne. Donc ça, c'est un point sur lequel, par contre, nous, en termes de production, on s'en focalise beaucoup. Sinon, on va comparer nos processus dans des choses qui sont peut-être un peu trop larges en termes de Je viens du monde administratif, donc c'est mon quotidien. Déjà une chose, rapidement, il faut que les personnes comprennent que c'est pas une fin en soi déjà la mesure. Et pour ça, nous avons des modules de sensibilisation. Parce que franchement, moi je serais à leur place, quelqu'un qui arrive, qui prend un chrono, qui me mesure ce que je fais, je suis pas très content non plus. Donc par contre, si je sais que déjà si on m'intègre, là on parle plus de conduite du changement d'ailleurs, je veux dire, plus que de statistiques. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire c'est encore un autre débat, mais grosso modo notre façon de bosser, c'est souvent d'appliquer des opérationnels qui ont valeur de relais d'opinion et de leader d'opinion sur l'ensemble de la population qui va être impactée par le changement. Et ensuite, effectivement, on leur donne souvent une sensibilisation avec plus ou moins longue, ce
qui fait qu'ils comprennent que ce n'est qu'un moyen. Et du coup, ça démystifie la valeur, enfin, la statistique, en fait, tout simplement. C'est plutôt travailler avec des exemples. Juste deux dernières petites choses avant de vous libérer pour la pause. Donc, si vous avez des questions pour lesquelles on n'a pas eu le temps de répondre, on vous invite à les noter, à nous les transmettre. Et puis, on essaiera de faire le maximum pour y répondre par la suite. Donc, de transmettre à Agnès. Et puis, juste une dernière chose. Vous avez également dans les fichiers que l'on va vous transmettre. Si ça va bien. Il y a une petite synthèse qui reprend donc les idées qui ont été établies en fait par rapport à ce panel de discussion. Donc on a essayé de tirer un peu les idées, les grandes lignes de cette discussion par rapport aux différents points évoqués par nos intervenants. Donc il y a quelques petites slides qui reprennent tous ces points-là et vous pourrez les avoir à disposition par la suite pour les consulter et les utiliser si besoin. Voilà, donc je vous remercie tous pour votre attention et puis à plus tard pour notre session. Donc,